Vaste sujet dans Lady. Vous écoutez aujourd'hui retour sur la diaspora, l'Afrique bien évidemment. L'Afrique est-elle malade de sa diaspora? Grande question que nous proposons aujourd'hui à la faveur de la visite sur notre plateau de deux invités qui ont des choses à nous apporter ensemble. Nous allons les recevoir. À ma droite, Monsieur Stanislas Longo, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous revenez dans Lady vous écoute. Vous étiez là il y a 2 ans déjà, si je ne m'abuse. Oui, dans le cadre d'une fonction que vous n'occupez plus. plus. Vous êtes donc, monsieur, aujourd'hui spécialiste en stratégie et intelligence économique. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Et avec nous sur le plateau, tout en vous remerciant pour la mise en relation avec ces invités, vous êtes Crescence Paoloussi, bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes le président du collectif RD Congo. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité à nos programmes, car je crois savoir que vous êtes un fidèle téléspectateur de Lady vous écoute. Et encore une fois, nous sommes heureux et honorés de recevoir les personnes qui nous voient, que nous ne voyons pas. Hein. La magie du studio ne fait pas encore que nous voyons tout le monde dans son canapé. Alors, plus sérieusement, nous allons parler de la diaspora africaine. L'Afrique est-elle malade de sa diaspora? C'est le sujet que vous avez voulu nous proposer. Qu'est-ce qui a suscité cela chez vous? J'aimerais que vous puissiez déjà planter le décor. Déjà, un constat très simple. Hein. Lorsqu'on regarde bien les chiffres, par exemple, de la Banque mondiale qui sont formels, qui démontrent qu'aujourd'hui, l'aide accordée par la Banque mondiale ou l'aide accordée par les institutions financières internationales aux pays africains est pratiquement la moitié de ce qu'apportent les Africains eux-mêmes dans leur pays. Par exemple, dans le cas de notre pays qui est la République démocratique du Congo, où le budget annuel est aux environs de 7 milliards, alors que l'aide apportée est beaucoup plus que l'aide qui est apportée par les institutions internationales tourne autour de 4 milliards. L'aide qui est apportée, rien qu'en fonction, en matière d'envoi d'argent, avoisine le 4 à 7 milliards. Bon, ça, c'est les données statistiques, les projections statistiques qui sont vérifiables. Hein. Bon, et qui ne prennent pas en compte tout ce qui n'apparaissent pas, parce qu'il y a souvent des envois d'argent dans des valises qui ne sont pas diplomatiques. Qui ne sont pas. Alors, on se pose toujours la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour la diaspora qui est la 6e région, n'oublions pas, de l'Afrique, qui apporte autant d'argent, les pays africains n'arrivent pas à décoller? On pourrait même extrapoler et dire qu'aujourd'hui, les pays africains n'ont pas besoin essentiellement de l'argent que la communauté internationale envoie de ces pays-là. Parce que les Africains peuvent eux-mêmes financer certains projets. Alors comment se fait-il que ça ne marche pas? Donc c'est ça qui nous a donné justement la puce à l'oreille pour essayer de réfléchir là-dessus. Alors, nous allons réfléchir avec nos téléspectateurs qui peuvent envoyer leurs messages à l'adresse qui s'affiche sur cet écran, des messages que nous allons vous rediriger, messieurs. Je voudrais vous laisser, monsieur Longo, rebondir sur ce qui vient de nous être présenté. Si la diaspora envoie autant d'argent que monsieur évoque en Afrique, ce qui voudrait dire que la diaspora est donc fort riche. Eh oui, on ne peut donner que ce que l'on a. Et si on donne autant, c'est qu'on a encore plus. Alors moi, j'aimerais bien mettre un peu d'eau dans mon vin. En commençant par le fait que l'Afrique n'est pas une, il y a des Afriques. La réalité des diasporas de l'Afrique de l'Ouest, la réalité des diasporas de l'Afrique de l'Ouest n'est pas la réalité des diasporas de l'Afrique centrale. Nous observons, par exemple, dans le cas de la République démocratique du Congo, que, effectivement, sur les 5 à 6 millions de membres de la diaspora à l'étranger, au moins plus de la moitié contribuent et participent à la consommation des ménages en République démocratique du Congo. C'est un fait avéré. Toutefois, il faudrait qu'on puisse circonscrire chaque élément dans sa réalité. Le fait qu'ils interviennent pour la consommation de leur famille, pour payer la scolarité, pour payer les soins de santé, pour payer les mariages et participer aux enterrements, est-ce que ça participe de la production du pays? Est-ce qu'on peut intégrer ces éléments dans le PIB d'un pays? Voilà. Je veux dire que, déjà, avec ce soubassement-là, les lectures, elles seront multiples et souvent, elles seront biaisées. Alors, question tout de même, la diaspora est donc riche? Et de toute façon, celle qui se trouve à l'étranger, elle est en position de pouvoir participer, ne serait-ce qu'avec, pour ceux qui vivent en Europe, ne serait-ce qu'à hauteur de 20, 30, 50 euros par mois à la consommation des ménages, de leur famille. Et ce serait donc ces 50 euros par mois en moyenne qui pourraient constituer la belle cagnotte que vous nous avez indiquée. Oui, et je vais même aller plus loin pour répondre à votre question, Lady. La diaspora, pourquoi la diaspora est riche? Parce que la diaspora n'apporte pas que cette manne financière.
La diaspora apporte surtout son savoir-faire et son savoir-être en fonction de ce qu'elle a appris à l'étranger. Donc, il va apporter cette nouvelle culture qui n'existe pas chez nous, un savoir-faire qu'il a su acquérir au niveau des compétences que nos concitoyens ont acquis à l'étranger. C'est ce qui va faire un plus. Ce qui va faire que la diaspora est aujourd'hui d'abord une richesse en soi. Je ne dirais pas que la diaspora est riche, je dirais plutôt que la diaspora est une richesse en soi. Hein, une richesse qui apporte un plus-value. Vous savez que quand vous partez du pays, vous êtes comme cet enfant qui est parti pour chercher un médicament pour sa maman qui est malade. Donc tout le monde attend que vous puissiez apporter ces médicaments-là pour soigner la maman qui est restée au pays, qui est en fait le pays qui est resté au pays. La maman, c'est l'image du pays qui est resté au pays. Alors tout le monde, les yeux sont braqués sur cette diaspora. À chaque fois qu'il y a un problème, on téléphone, on essaye de chercher l'aide à la diaspora. Donc la diaspora en soi est une richesse pour ces gens-là qui sont restés au pays. Une richesse pour ceux qui sont restés au pays, mais est-elle forcément dans une situation aisée? Parce qu'on voit comment vit la diaspora africaine ça et là, que ce soit en France ou dans les autres pays en dehors du continent. En tout cas, c'est ce qui caractérise justement le fait qu'elle soit diaspora. Elle ne roule pas sur l'or. Donc, si j'insiste lourdement, c'est quand même pour relever quelque chose de deux choses l'une. Soit elle vit très aisément et elle peut participer, parce que comme on dit dans l'avion, avant de vouloir porter de l'aide à qui que ce soit autour de soi, assurez-vous que le masque à oxygène est bien installé sur votre visage. Comment fait-on pour porter une aide à autrui si soi-même on n'est pas tout à fait dans la meilleure des situations? C'est une contrainte. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui fait que cette diaspora doit quitter son pays pour aller ailleurs. C'est une question de survie dans un premier temps. Et elle est avant tout essentiellement économique, cette diaspora. C'est-à-dire par suite de la situation du pays qui pousse la personne à immigrer, à aller ailleurs. Et lorsqu'il arrive, il a quand même cette dette morale de dire, voilà, moi j'étais dans telle situation, donc ils se sont pratiquement dans cette contrainte de dire, voilà, je ne dois pas permettre que les autres souffrent. Je suis un peu comme l'ange qui est parti, qui doit apporter un salut pour les autres. Donc c'est une contrainte qui fait que cette personne ne puisse pas voir dans quelle situation matérielle il est. Donc elle fait fi de sa situation qui n'est pas nécessairement des meilleures. J'ai du mal à vous le faire dire. Hein. Elle fait donc fi de sa situation qui n'est pas forcément des meilleures pour apporter de l'aide au pays d'origine, en tout cas à la famille restée là-bas, c'est bien cela. Autre question, y a-t-il une lisibilité de ce qu'envoient les femmes? Car vous savez bien que sur notre plateau, nous avons à cœur quand même de faire ressortir l'implication des femmes là où elles sont présentes. On ne voudrait pas comme ça penser que, comme on voudrait penser d'ailleurs que ce sont toujours les hommes qui tiennent les cordons de la bourse. Les femmes, quand bien même elles ont des papiers, quand bien même elles n'ont pas de papiers ou quand elles ont un travail ou qu'elles n'en ont pas, travail formel, elles réussissent, elles contribuent très fortement aussi à cette cagnotte-là, à ces transferts de fonds. Avez-vous quelques lisibilités, que ce soit sur la participation, l'apport des femmes dans cette dynamique? Moi, personnellement, je ne saurais pas distinguer, en termes d'envoi, la quote-part des femmes et la quote-part des hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme? Non, ce n'est pas cela. C'est que statistiquement, on ne sait pas vous dire que ça, c'est une femme qui a envoyé et ça, c'est un homme Mais qui pour autant, pensez-vous qu'il y ait lieu de pouvoir justement faire la part des choses? Parce qu'on sait à quoi consacrent les hommes leur argent, ainsi que les femmes. Force est de constater que les femmes interviennent davantage et matériellement aux diverses problématiques qui peuvent se poser dans leur groupe familial resté au pays. Oui. Ce sont les femmes qui font le pont, généralement, entre la famille immigrée et le reste de la famille restée au pays. Généralement, ce sont les femmes qui pilotent ces opérations-là de transfert de fonds verts et puis de matérialisation des différents besoins de la famille restée au pays. Généralement, ce sont les femmes qui le font. Maintenant, j'aimerais, par rapport à cela, justement, préciser une chose. Effectivement, on observera que la communauté congolaise de par le monde n'est pas l'une des plus nanties ou l'une des mieux loties. Mais force est de constater que pour un grand nombre d'entre eux, qui ont commencé par immigrer pour des raisons économiques, d'abord, je dirais, d'études, oui. Pour la plupart, d'abord des raisons d'études, on observera qu'une bonne frange de cette diaspora a su être formée et est dans les standards les plus exigeants à l'international. Et que leur force... Parlez-vous de vous, messieurs? Je ne me considère pas nécessairement Ce n'était qu'une question. Je ne me considère pas nécessairement comme un migrant. Pourquoi? Je suis très régulièrement au pays. Ouais. Je suis à cheval entre la République démocratique du Congo et l'Europe. Donc, je suis un peu migrant et surtout et beaucoup, local. Et beaucoup local. sur le continent, voilà, oui. beaucoup en local.
Excusez-moi. Donc, par rapport à cela, on observe qu'il y a une bonne frange de cette diaspora qui a été formée selon les standards les plus pointus et les plus objectifs. L'apport de cette frange de la diaspora pourrait être sur le niveau conceptuel des possibilités que devrait offrir le pays, tant au reste de la diaspora que à ceux qui sont dans le pays. Mais alors justement sur ce point-là, quand on sait très bien, quand on parle de son pays, on sait très bien, on connaît le contexte. On va à l'étranger faire des études qu'en général on ne choisit pas nécessairement en tenant compte du contexte local, pour après dire que, ah oui, mais on est pointu et parfois beaucoup trop pointu, donc on ne trouve pas sur le marché de l'emploi, on ne trouve pas sa place, on arrive bardé de diplômes avec des connaissances qui ne prennent pas en compte les réalités locales. Il y a un hiatus, n'est-ce pas, du ressort de la diaspora elle-même, en partant du fait qu'elle connaisse le contexte local, de choisir la filière appropriée, les filières qui permettent de résoudre les problèmes sur place. Je pense, à mon humble avis, qu'une bonne formation au départ ne vous oblige pas à vous centrer sur ce qui vous a permis d'acquérir ces connaissances-là. La personne qui est la mieux outillée, c'est celle qui est la plus généraliste et qui sait s'imprégner de ces connaissances et les transposer dans un contexte différent de celui où il a fait l'acquisition de ces connaissances-là. Je pense qu'il faut que nous ayons, voilà, il faut que nous ayons l'intelligence, comme on dit, l'intelligence politique, c'est comme ça qu'on appelle ça, de pouvoir transposer ce que nous avons acquis dans un certain contexte, dans un certain environnement. Si vous avez appris à le faire avec des gants et dans un laboratoire et que vous arrivez sur place et qu'il n'y a pas tout cela, pouvoir le faire néanmoins. Je pense que déjà le simple fait que certains soient formés et capables de réfléchir, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, en 3 dimensions, sont suffisamment outillés pour réfléchir en 3 dimensions. Ils doivent être capables de transposer, qu'ils aient été dans les filières littéraires d'ingénieurs ou bien dans des filières économiques. Ils doivent être en mesure aujourd'hui de transposer leurs connaissances de manière opérationnelle dans leur réalité en République démocratique. Alors, quand vous dites réfléchir en 3D, c'est peut-être 2 dimensions de trop, quand le contexte, lui, ne requiert qu'on ne réfléchisse d'abord qu'à une échelle première. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que, et là je vais m'étendre à l'Afrique, est-ce que vous savez que le développement économique d'un pays part principalement d'un tissu d'entrepreneurs? Vous observerez au Mali, vous observerez en Afrique de l'Ouest et même dans certains pays de l'Afrique centrale, vous observerez que les porteurs de projets sont souvent des migrants qui reviennent avec des idées, peut-être qu'ils n'ont pas inventé, mais des choses qu'ils ont pu observer dans leur pays d'adoption et qu'ils viennent transposer dans leur pays d'origine. Copier-coller. Copier-coller, adapter, on va dire. Mais généralement, ils portent l'innovation avec eux, ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi et ils peuvent se permettre, grâce à la valeur ajoutée qu'ils apportent justement au pays, ils peuvent se permettre de dupliquer leur modèle et de réaliser l'essai. Voilà. Vous parlez sportivement. Alors, j'entends bien, monsieur, ce que vous décrivez là, et je vois poindre la récrimination qui est la vôtre. C'est d'ailleurs ce qui était dans notre intitulé, l'Afrique est-elle malade de sa diaspora? Il y a donc des compétences, il y a des connaissances. Pourquoi ça coince? Alors, bien évidemment, chacun dit les gouvernements, les États, et vous faisiez vœu pieux de ne pas ressasser cela seulement, mais plutôt proposer comment faire au-delà de ce qui empêche que les choses fonctionnent comme vous le voudriez. À quoi avez-vous pensé? Donc, je voudrais revenir quand même sur... on a parlé d'apport des femmes. Il y a des chiffres. 66% des émetteurs aujourd'hui au niveau de transfert d'argent sont des femmes. C'est connu. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans nos sociétés bantoues, quand vous voyez, la personne qui nourrit la famille, c'est la femme. C'est la femme qui travaille d'ailleurs dans toute la chaîne de valeur et la production au niveau de l'agriculture, de la production même, jusqu'au commerce. Donc, c'est cet esprit-là que nos femmes ont gardé jusqu'ici dans la diaspora. Si vous avez 3 ou 4 enfants, dont 2 garçons et une fille, vous verrez que la fille qui est partie à l'étranger apportera plus que les garçons, qui vont penser à leur famille, donc sa femme et autres. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, pourquoi ça coince, justement? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas mis en place
des procédures, des process qui puissent permettre aux gens qui sont partis ailleurs, par exemple dans la diaspora, de pouvoir réinvestir et surtout pouvoir sécuriser ces investissements. Si vous prenez par exemple l'exemple, on parlait tout à l'heure des investissements ou des créations qui sont copiées-collées et qui sont en Afrique. Dans la plupart des cas, si on prend le pays comme le Congo démocratique, c'est quoi? C'est dans la construction, c'est dans l'alimentaire et dans les transports. C'est surtout des sociétés qu'on confie. Donc là, on parle bien sûr du basique, hein. On n'est pas encore arrivé dans la grande innovation. C'est surtout des projets qu'on confie dans la famille, qui sont gérés par la famille, qui, pour la plupart des cas, les gestionnaires ne sont pas en mesure de gérer. Mais parce qu'ils ont d'autres réalités. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont malades, ils n'ont pas des revenus pour gérer ces immédiatetés. Ils ne vont pas se dire « Ah non, mais ça, j'y touche pas. C'est l'argent pour acheter des parpaings pour la maison de mon frère qui vit en Italie. » Tout à fait. Et comme ces gens-là ne sont pas accompagnés, il n'y a pas un accompagnement par rapport à ces mises en projet, qui sont pour la plupart, non pas, d'ailleurs les projets n'ont pas fait d'études préalables pour la plupart, qui sont un peu montés n'importe comment, et aux finalités, on se rend compte que le projet ne peut pas aboutir, parce qu'il y a une mauvaise gestion, parce qu'il n'y a pas une étude des cas ou étude de projet. Mais alors, avant que de s'interroger sur le rapport de l'Afrique à sa diaspora, ne faut-il pas reconsidérer déjà la réalité des populations qui vivent sur place? Il va de soi que si ceux qui vivent sur le continent ont déjà les difficultés que vous évoquez, on peut aisément comprendre que ce soit encore plus complexe pour quiconque n'est pas sur le terrain. Ne faut-il pas revenir sur la situation des populations? Il y a les populations féminines que vous avez évoquées tout à l'heure. On entend dire, ou plutôt on ne veut pas laisser apparaître ce qu'elles font. Pourtant, vous l'avez évoqué, 66% de ces transferts de fonds sont faits par les femmes. Comment font-elles alors qu'elles n'ont pas forcément des activités génératrices de revenus formels? Sur le terrain, comment font-elles? Tout à fait. Bon, alors, sur le terrain, dans la diaspora, bien sur le terrain... Sur le continent. Sur le continent, c'est assez difficile parce que vous savez déjà que la situation actuelle fait que, bon, la plupart de nos pays, pour prendre l'exemple de la RD Congo, où 60% pratiquement de la population n'a pas d'activité. Et dans les 60%, vous avez au moins 80% des femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle. Et ces femmes-là se rabattent vers des activités informelles. Le problème des activités informelles aujourd'hui, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire on n'a pas aujourd'hui une garantie de ces activités-là sur les terrains. Bon, il n'y a pas une fiscalité aujourd'hui qui puisse permettre à ces femmes-là, après, de pouvoir avoir une possibilité. Parce que lorsqu'on a une fiscalité sûre, on peut utiliser cet argent-là après pour financer certains microcrédits, pour permettre à ces femmes-là de rebondir. Tout ça n'existe pas. Même au niveau informel, ils n'ont pas d'accompagnement qui puisse leur garantir justement d'avoir une affaire saine. Donc, ce qui fait que les femmes ont une double difficulté. Ils ont une double difficulté du fait déjà que, vous savez, comme chez nous, en Afrique, déjà, la femme est considérée comme la mère nourricière à la maison, à qui on ne donne pas forcément une ouverture au niveau professionnel. Et vous ajoutez à cela la difficulté, justement, de pouvoir trouver une profession. La femme se cantonne soit dans des tâches ménagères, soit dans des difficultés ou bien dans des situations qui vont s'adonner parfois à des petits commerces, dans l'économie informelle, qui ne le poussent pas à évoluer. Voilà, il y a toutes ces difficultés qui font que, même sur le terrain, nos femmes ont du mal justement à évoluer. Alors, la situation des femmes de la diaspora, parce que quand on dit la diaspora, on voudrait décliner cela au masculin. On a entendu le profil des gens de la diaspora que vous avez énoncé, de grandes études, des connaissances plus que pointues. Ça n'est pas donné à tous ceux qui constituent la diaspora. Et il y a la situation des femmes en particulier qui fait qu'on va voir que les choses vont se décliner au masculin seulement quand on est au sommet de la pyramide de ces connaissances pointues. Alors moi je dirais ceci, parce qu'on n'avait peut-être pas fini de cartographier en fait notre diaspora. Effectivement, la première vague, on va considérer que c'était des gens qui sont venus pour se former. La deuxième vague, et jusqu'à ce jour, c'est principalement une vague d'immigration pour des raisons strictement économiques. Monsieur Paolis vient de souligner les difficultés que pourraient rencontrer par exemple 70% des femmes en République démocratique du Congo qui, entre parenthèses, reste quand même le premier pourvoyeur de denrées alimentaires dans tout le pays, à 70%. Comment font-elles? Elles sont dans les champs. Elles sont dans les champs, elles sont à la pêche, elles font tout. Ce sont Alors, la femme et la force agricole
À 70%, c'est la force agricole du pays. Alors, ce que vous indiquez justement, n'est-il pas révélateur de ce que quand d'autres vont faire des études à l'étranger, il faudrait peut-être qu'ils soient en phase avec cette réalité-là? Je pense qu'on devrait arriver à ça. Oui. Aujourd'hui, et c'est très important, c'est même très important ce que vous venez de mettre en exergue là. Si aujourd'hui, on part du postulat que la force agricole de la RDC, à 70%, c'est la femme. Ça sous-entend que la femme est le socle du développement de la RDC. Vous voyez? La femme est le socle du développement de la RDC. Et celle qui est en expatriation, entre guillemets, et qui participe, je veux dire, par solidarité, et par réflexe, et par coutume, hein, parce que nous participons nous soutenons nos familles au pays, rester au pays, par habitude, par réflexe, par solidarité. Et ce n'est pas par conditionnalité. Ces femmes-là, elles assistent leurs mères, qui sont dans les champs, qui sont au marché, et par ricochet, elles assistent toute la famille qui en bénéficie. Toute la famille parce que les femmes soutiennent toute la famille. Par leur petite activité, elles soutiennent toute la famille qui reste au pays, avec le concours, parfois, de leurs enfants, quand ils ont la possibilité d'être à l'étranger. Il faudrait que nous ayons à cœur de travailler sur les possibilités, les possibles avenirs qu'il faut implémenter en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs et plus largement en Afrique. Pourquoi? Parce que, vouloir ou pas, la diaspora, et non seulement la diaspora, mais même certaines catégories de nos compatriotes en République démocratique du Congo sont aujourd'hui en mesure d'être des forces de proposition pour proposer des pistes de politique publique qui, à court, moyen et long terme, pourraient avoir des effets d'entraînement bénéfiques, mais pour le plus grand nombre. Alors, une question tout de même. Si les femmes, localement, font ce qu'elles peuvent, et c'est vous qui l'avez tant et si bien décrit, pourquoi est-ce que quiconque voudrait faire quelque chose, la diaspora en particulier, ne pourrait-il pas tous apporter leur pierre à l'édifice sans passer nécessairement par la case qui ne veut pas bouger? Parce que j'entends bien la question que vous n'évoquez pas encore, mais elle fait tellement de bruit que tout le monde doit l'entendre, c'est la question, la dimension politique. Vous l'avez dit, les femmes sur place, bon an, mal en font. La diaspora, on veut croire qu'elle peut faire aussi bon an, mal an. Et ce qu'elle ferait pourrait tenir la dragée suffisamment haute à quiconque est sur place et qui doit faire et ne fait pas. Posons-nous la question de savoir, depuis 1960, année de l'accession à l'indépendance pour la République démocratique du Congo, posons-nous la question de savoir ce qu'a apporté, en termes de flux d'argent, de possibilités, de capital, voilà, notre diaspora à la République démocratique du Congo. Première question. Deuxième question, je veux dire qu'un pays peut envisager son développement à partir du moment où, de manière solide et claire, elle a un projet de développement dont le soubassement, le tissu principal sera l'émergence ou le renforcement d'entrepreneurs, de l'entrepreneurship. Parce que l'entrepreneur, il crée de l'emploi, il crée de la richesse et il offre des possibilités. Il améliore les conditions générales du plus grand nombre. Mais là, vous opposez une démarche formelle à une démarche informelle qui, elle, fonctionne pourtant, et c'est cela la question. Permettez-moi. Oui. Je n'oppose rien du tout. J'essaie simplement de recadrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre responsabilité, plutôt que juste de s'arrêter à la réflexion, c'est de pouvoir choisir les leviers, mais de manière concertée. Quels sont les leviers aujourd'hui qui vont, de manière claire, nous permettre de faire un pas de géant dans les 5, 10, 15 prochaines années? Je parle de la République démocratique du Congo, qui est réputée pour être un scandale géologique. 80 millions d'habitants pratiquement. Un pays qui offrirait des possibilités, mais du rêve, du fantasme, pour le plus grand nombre. Ceux qui sont dedans et ceux qui sont en dehors réalisent bien qu'il est difficile de matérialiser le fantasme dont par définition, un voilà. Fantasme ne reste qu'un fantasme. Ça reste un mais fantasme. S'il devient réalité, il n'est plus... Ça devient autre chose, effectivement. Mais, donc nous sommes très loin. Mais aujourd'hui, sur quel levier pouvons-nous, de manière concertée, nous reposer pour que, à court, moyen et long terme, la politique agricole, pour laquelle on constatera que 70% de nos femmes sont le socle, comment faire pour que, aujourd'hui, elles bénéficient au plus grand nombre,
qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire dans ce périmètre-là, en République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, on importe annuellement à peu près pour 2 milliards de dollars comme ça de nourriture. Alors que c'est un pays qui peut s'autosuffire. Tout de même, pardonnez-moi de vous interrompre, mais peut-on imaginer, en toute simplicité, parce que c'est souvent cela aussi, les mamans, et je voudrais me faire leur avocate ici, là, elles ont avec 2 bras gauches et un petit caillou, elles nourrissent tout le village, et elles s'interrogent sur le bac plus 60 qu'il y a dans la diaspora, qui ne viennent pas sous-tendre ce qu'elles font et qui fonctionne. C'est vous qui l'avez dit, si ce qu'elles font fonctionne, pourquoi est-ce que la diaspora n'envoie pas cet argent? Par exemple, parce que quand l'argent arrive en Afrique, il n'arrive pas dans les mains des femmes. Il arrive dans les mains du chef du quartier, du chef de famille, du chef de village, en tout cas quelqu'un qui est toujours chef de quelque chose. Mais ce chef-là n'est que rarement aux premières loges des nécessités. Et vous l'avez dit, ce sont les femmes qui gèrent ces réalités-là. Il n'est pas au début de la chaîne de travail. Il n'est pas au début de la chaîne de travail. Donc ce qui arrive quand cela arrive entre les mains des femmes, c'est ce qui reste quand on veut bien le leur donner. La question est donc la suivante. Est-ce que le problème tel qu'il se présente aujourd'hui, d'après vous, ne pourrait-il pas être réglé si les gens de la diaspora solennellement décidaient de soutenir de manière volontariste l'action de ces femmes qui fonctionnent déjà avec leur peu de moyens? C'est très simple. Prenons l'exemple de la diaspora sénégalaise et malienne qui l'ont fait. Il y a des associations des femmes qui ont monté des projets, qui ont soutenu les femmes qui étaient sur les terrains. Ces projets ont fonctionné. Et là, c'est là que vous allez voir, il y a toujours corrélation avec la politique. Puisque le projet a marché au niveau local, ces femmes ont exigé d'avoir une représentativité au niveau national. Ce qui est normal. C'est ce qui est normal. C'est pour cela aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénégal est un modèle d'exemple. Vous avez la parité, le système des parités jusqu'au Parlement. Ce n'est pas quelque chose qui a été voté comme ça. C'était une volonté des femmes. Voilà. Et donc on ne leur a pas donné, mais elles ont pu le conquérir avec ce que vous décrivez. Oui. Voilà. Et nous, dans le cadre justement de GREC, le groupe de réflexion et d'éthique et de conscientisation sur le Congo que j'anime. Groupe paritaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, il y a des femmes. Je peux... Et le projet dont je peux vous parler, c'est un projet qui est piloté par les femmes et défendu par les femmes. Oui. Ce projet s'appelle Sahel. Sahel, donc, santé, agriculture ou alimentaire, et, éducation et puis logement. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Je vais vous prendre des exemples. Dans l'exemple de l'agriculture, nous proposons que la femme puisse avoir un accès facile au foncier chez nous. C'est-à-dire qu'on puisse faciliter. Nous avons lancé un projet qui s'appelle un franc congolais pour 1 mètre carré. C'est-à-dire pour 1 franc congolais, les femmes pourront acquérir 1 mètre carré de terre à condition qu'ils apportent des projets sur l'agriculture. Lorsqu'on le sait, M. Longo l'a dit, que la femme participe pratiquement à 100% sur la chaîne de production agricole. Donc c'est la femme qui est au champ, c'est la femme qui va récolter et c'est la femme qui est au marché. Donc si on regarde bien la chaîne agricole, donc le produit agricole chez nous devait être tenu par les femmes. Voilà pourquoi nous avons proposé par exemple dans le cadre des Sahel qu'on puisse mettre en place chez nous, mais qui peut mettre en place ce système-là pour que la femme puisse, pour 1 euro ou 1 franc congolais, puisse acquérir 1 mètre carré par le gouvernement. Vous voyez un peu la complexité? Alors, ce que vous nous dites là, c'est que si ce qui a fonctionné, par exemple, au Sénégal, tel que vous l'avez indiqué, ne fonctionne pas en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté étatique pour pouvoir aider les femmes, la situation des femmes. Seriez-vous prête à dire que les femmes au Sénégal ou ailleurs, en dehors du Congo, seraient bien plus privilégiées que les femmes à l'échelle locale? Non, je ne pense pas. Je crois que même si, quand bien même que la mentalité est différente entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je crois que la femme à l'Afrique de l'Ouest peut-être a compris ce que nos femmes ont du mal à comprendre. C'est-à-dire, dans une société... Non, je ne dis pas ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans une société aussi machiste que la société africaine, il faut le reconnaître, il faut que la femme se batte pour trouver sa place. Oui, c'est vrai, je le confirme. Il faut que la femme se batte pour trouver sa place. Et je ne dis pas que les femmes ne se battent pas assez. Pour preuve, je suis le premier aujourd'hui à reconnaître que le projet Sahel est un beau projet qui a été conçu et qui aujourd'hui doit être mis en place par les femmes. Alors, je vous emmène là où vous n'aviez pas prévu peut-être d'aller. Peut-être vouliez-vous énoncer des choses à la hauteur de vos diplômes respectifs très pointus en 4 dimensions, ainsi que vous l'évoquiez. Mais il y a des réalités locales qui sont là. La diaspora, elle est là. Elle est mixte de facto. Il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a des transferts de fonds. Heureusement, on a eu un chiffre. Il y a une réalité locale. Heureusement, vous en avez souligné la pertinence sur, en tout cas, qui fait quoi néanmoins. La question donc reste, si l'Afrique est malade de cette diaspora, ne serait-ce pas par les femmes
peut-être qu'il pourrait y avoir un début de médicaments au chevet de cette maladie? De toute façon, le développement passera par les femmes, de manière claire et structurée. Le Je ne vous fais pas une césarienne, là. Non, non, je vous assure. Vous aviez prévu le développement passera par les femmes. Au-delà du fait que les femmes sur le continent et en République démocratique du Congo soient la première force de travail, mais elles sont aussi les premières victimes de ce qui se passe. J'allais justement, voilà. Vous m'avez marché sur la langue. Alors, les premières victimes de ce qui s'y passe. Donc, vous connaissez à peu près la réalité de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La crise de la région des Grands Lacs fait de la femme la première victime de ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, la diaspora se mobilise. Il y a quelques manifestations en images que l'on peut voir. Je vous laisse continuer. Voilà. La diaspora se mobilise aujourd'hui. Elle s'est toujours mobilisée par rapport à cela. Elle s'est toujours mobilisée. Grâce à Dieu, depuis 2 ans pratiquement, cette mobilisation est relayée par les médias à l'international. On a pu observer par exemple que la semaine dernière, le docteur Mukwege a reçu le prix Sakharov, justement pour les efforts qu'il fait et le soutien qu'il apporte aux femmes qui sont violentées dans la région des Grands Lacs. C'est un signal, à mon humble avis, c'est un signal fort. C'est un signal fort qui veut dire ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, prenons-nous en charge en République démocratique du Congo, soutenons nos femmes, soutenons nos mères, soutenons nos sœurs, parce qu'elles participent bien plus que nous au développement, à la réalité du Congo aujourd'hui. Et en tant que force de travail, je pense que les intelligences opérationnelles devraient s'atteler à mettre en œuvre des thématiques, une approche opérationnelle pour que justement, sur différents secteurs, on puisse avancer, et avec les femmes et avec la jeunesse. Alors, lorsque la diaspora descend dans la rue, parce que chaque diaspora fait avec ce qu'elle peut, il y a la diaspora qui a, encore une fois, de grands diplômes, il y a la diaspora qui a du cœur, on va dire. Du cœur, parfois c'est les mêmes, hein, il ne faut pas être aussi manichéen, mais quoi qu'il en soit, lorsque la diaspora descend dans la rue, pensez-vous que ce soit la solution, ou est-ce qu'il faut de tout sur tous les bords pour apporter des solutions? Déjà, la première question serait pourquoi la diaspora descend dans la rue? Ça, c'est la vraie question qu'il fallait poser. Et la vraie réponse? Bon, la vraie réponse, c'est qu'il y a un grand malaise depuis très longtemps. On a parlé d'un pays immensement riche, où, je dirais, une espèce de royaume où les princes sont tous des mendiants. C'est ça l'idée de ce pays-là. Où, aujourd'hui, la diaspora souffre pour aider. La situation sociale est pratiquement prise en charge par la diaspora. Cette diaspora qui souffre doublement. Doublement de savoir que à l'intérieur de son pays, il y a des femmes qui sont violées et que la situation sociale ne marche pas, que cette diaspora doit avoir dans son esprit cette idée d'aider cette famille. Et encore une fois, c'est les femmes qui souffrent. Quand vous avez vu, par exemple, la diaspora se mettre dans la rue, ce que vous ne savez pas, c'est des femmes qui étaient devant. Parce que qui sont mieux placées? Qui est mieux placé aujourd'hui que la femme pour parler de la douleur d'enfantement? Donc, il n'y a que la femme qui puisse parler de douleur d'enfantement. Et lorsqu'une femme souffre quelque part, vous savez, la femme, c'est quand même, comme on dit, la matrice de l'humanité. Lorsque vous essayez de tuer la femme, vous tuez la matrice de l'humanité. Et lorsque la femme pleure quelque part, comme on dit chez nous, lorsque la femme pleure, son cri retentit n'importe où. Donc, ce que vous avez vu dans la diaspora, et c'est une souffrance de ces femmes-là qui s'est transposée par les femmes de la diaspora, qui se sont mis au devant justement de ces mouvements pour dénoncer ce qui se passait. Et aujourd'hui, je ne dirais pas seulement grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à ces femmes, il faut reconnaître qu'aujourd'hui les choses bougent. J'aurais en profiter, effectivement, on a cité le docteur Mukwege pour justement lui féliciter pour ce prix Sakharov. Mais si aujourd'hui la communauté internationale reconnaît le travail de docteur Mukwege, justement parce que la diaspora a travaillé, et les femmes de la diaspora que je loue, que je salue, ont beaucoup travaillé justement pour que le docteur Mukwege soit reconnu aujourd'hui. Et encore une fois, on parle des femmes. Vous n'avez pas un seul endroit au monde où on maltraite autant de femmes. Ça n'existe pas, à part en RDC.
Alors, et je pense que la ce qui n'est pas solution viendrait des propre femmes. à la RDC, parce que la RDC est la RDC, mais parce qu'il y a ce que vous avez évoqué, un sous-sol et donc une guerre et d'autres choses qui produisent cela, pour que juste les choses soient bien claires. Ce n'est pas la RDC pour la RDC qui maltraite les femmes, parce qu'en RDC c'est comme cela. Non, je n'ai pas dit la RDC maltraite des femmes. Je dis qu'il n'y a pas un endroit au monde où on maltraite tant des femmes. C'est pour cette raison que la précision était de taille. Alors, au regard de toutes ces considérations, que dire, que faire? Parce que je sais que vous vouliez quand même aller jusqu'au bout de votre raisonnement et j'ai dû vous interrompre à chaque fois avec les femmes ceci, les femmes cela. Mais voilà, vous m'avez tendu la perche et c'était juste pertinent. Donc, au regard de tout cela, en prenant en compte ces réalités, des femmes qui sur place sans grand-chose réussissent à faire fonctionner comme elles peuvent, des femmes qui ne peuvent rien faire parce qu'elles sont victimes d'exactions, une diaspora à l'extérieur où il y a des gens bardés de diplômes, mais où il y a aussi une diaspora qui vit comme elle peut, comment voyez-vous les perspectives? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un consensus. Très clairement, il faut qu'il y ait un consensus autour d'un avenir possible et concerté. Et ça, c'est la responsabilité de tous les membres de la diaspora, mais c'est aussi la responsabilité de tous les Congolais dans l'espace du Congo, tant comme responsable politique que comme simple citoyen. Peut-on envisager que sans la participation des politiques, une telle dynamique puisse se mettre en place? Parce que si les politiques voulaient le faire, cela se saurait, on ne serait pas en train d'en parler. Or, manifestement, pour des raisons qui nous échappent, ils ne sont pas en train de le faire. Peut-on néanmoins envisager que la diaspora se concerte avec ceux qui, sur place, veulent néanmoins aller de l'avant et espérer qu'il y ait quelque succès? La réalité, c'est que à court terme, les bonnes volontés vont se greffer et se mettre ensemble, se rassembler autour d'une perspective d'avenir crédible. De toute façon. De toute façon. Donc, mécaniquement, ça ne peut pas être autrement. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes optimiste? Je suis optimiste sur le fait qu'il y ait un rassemblement autour d'une projection d'un Congo différent et qui offre de meilleures conditions au plus grand nombre. Vous qui êtes à la fois à l'étranger mais aussi sur le terrain, quel message voudrez-vous adresser à vos compatriotes qui sont sur le terrain, eux? Parce que peut-être que quelque part les gens ne sont pas en phase, la diaspora parfois ne se sent pas finalement en phase avec les compatriotes sur place, quand bien même elle envoie de l'argent, encore et encore, on a entendu ce qu'évoquait monsieur, on envoie de l'argent pour construire une maison, il est redirigé vers toute autre chose. Est-ce que vous avez, non pas des leçons à donner, mais quelques appels à lancer? Je suis intimement convaincu, du moins à partir de ce que j'ai pu observer, je suis intimement convaincu que dans le Congo d'aujourd'hui, les gens, les Congolais et les Congolaises se préparent à saisir leur opportunité. Je suis intimement convaincu qu'à l'échelle de la diaspora, cette diaspora se prépare à saisir son opportunité. Il y aura naturellement, sinon c'est la condition préalable à une émergence, à l'horizon peut-être 2030 ou 2020. C'est la condition préalable pour qu'il y ait un développement, pour qu'il y ait de la sécurité. Il faut qu'il y ait un projet, une ligne directrice, un fil rouge qui met tout le monde d'accord et que tout le monde suive. Et je pense qu'aujourd'hui, tant dans le Congo qu'en dehors du Congo, nous sommes en capacité de penser et de proposer ce fil rouge. Il s'agit simplement de se mettre ensemble. Monsieur Paolosi, quelles sont vos attentes, vous qui vivez dans la diaspora pleinement, et vous considérez comme étant de la diaspora, quelles sont vos attentes, non pas à l'endroit des États qui, encore une fois, fonctionnent comme vous ne voudriez pas, mais à l'endroit de vos concitoyens sur place, y a-t-il des attentes particulières pour qu'une dynamique comme celle qui vient d'être évoquée puisse aller jusqu'au bout et soit bénéfique à tout le monde? Ce qui n'a pas été fait en 10 ans, en 30 ans, ne sera pas fait en 2 ans. Ça, c'est clair. Il faudra qu'aujourd'hui, que la diaspora s'impose. Comment? On ne lui donnera jamais la place dans ce pays-là. Un peu comme les femmes. Oui, un peu comme les femmes. Je vais vous dire pourquoi. Si je prends l'exemple, je suis désolé de prendre encore l'exemple de la République démocratique du Congo, la diaspora significative, c'est celle qui est venue après la période Mobutu. C'est-à-dire, vous savez, nos pays ont quand même hérité de cet héritage colonial où j'exécute, tu exécutes ou je t'exécute. Donc le fameux fouet. Si ça n'était pas dramatique, j'allais dire que c'est joliment poétique. Voilà, mais c'est dramatique, hélas. C'est dramatique, hélas. C'est-à-dire, lorsque toi tu opposais, ou soit lorsque tu proposais différemment, tu étais directement opposant et mal vu. Et la plupart des gens qui n'étaient pas d'accord avec ces régimes se sont retrouvés dans la diaspora. Malgré eux. Malgré eux. Forcément, la diaspora était vue comme
un fief de l'opposition et toujours vivre comme un fief de l'opposition. Après la chute de Mobutu, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'une partie de ces membres de la diaspora qui ont vécu en exil ont parti rejoindre le nouveau régime et faire un mix avec les anciens Mobutistes qui étaient sur place et qui ont perpétué en fait la même pensée, soi-disant que la diaspora est un fief de l'opposition. Et aujourd'hui, cette idée-là a germé, que la diaspora reste quand même un fief de l'opposition. Donc on se méfie d'elle. On se méfie de la diaspora. Savez-vous que chez nous, la diaspora n'a toujours pas le droit au vote? Et il y a toujours un problème, il y a toujours un débat sur la double nationalité. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le projet Sahel dont je parlais veut aider les femmes à acquérir des titres fonciers, et que chez nous, il y a quand même des femmes qui détiennent la double nationalité, qui risqueraient demain de se retrouver apatrides. Voilà, apatrides et d'être contestées. Vous voyez? Donc il y a quand même des choses qui laissent présager que la diaspora, on essaie un peu de mettre la diaspora à part, alors que la diaspora mais la diaspora ne se met-elle pas de facto à part lorsqu'elle n'est pas sur le continent et qu'elle est ailleurs? Justement, c'est pour cela qu'il faudra que la diaspora aujourd'hui se concerte. La diaspora doit devenir la deuxième capitale du Congo. Je parle bien de la diaspora congolaise. Il faut absolument que la diaspora, qui déjà nourrit socialement, parce que c'est la diaspora qui participe à la politique sociale de ce pays-là, il faudra que tout ça se matérialise. Il faudra maintenant que la diaspora aille plus loin, se concerte et puisse peser justement aux échéances qui arrivent. Mais peser peut-être, mais pensez-vous que vos concitoyens à l'échelle locale vont vous dérouler le tapis rouge en disant « oui, c'est grâce à vous que ceci, que cela, donc oui, c'est vous qui allez être la capitale du pays où nous sommes et pas vous ». La plupart des projets que nous tenons aujourd'hui, la diaspora, c'est des projets qui concernent déjà nos compatriotes qui sont là-bas sur place. Il y a déjà des relais. Certes, mais de là à vous céder la place, et pas n'importe laquelle, celle de capitale, et puis d'inverser le centre de gravité, pensez-vous que cela soit bien reçu? On a parlé des bonnes consciences de certaines personnes qui sont sur place. D'ailleurs, vous savez, là, aujourd'hui, lorsque vous êtes de la diaspora, que vous habitez au pays, vous n'êtes plus de la diaspora. Donc, la plupart des gens qui sont là-bas sur place, la plupart des Comme gens qui monsieur sont... Stanislas Longo-Sipressa. La plupart des gens qui sont sur place, c'est des gens qui... Vous êtes un agent double, monsieur. La plupart des gens qui sont sur place, c'est des gens qui faisaient partie de la diaspora, qui connaissent un peu les aspirations de la diaspora. Donc vous rejoignez, monsieur, sur l'idée que mécaniquement, de toute façon, puisque le temps passe et qu'il y aura de moins en moins ceux qui étaient dans une autre posture, les choses vont de toute façon se réguler d'elles-mêmes. Absolument, mais moi je ne crois pas à un certain automatisme. Donc je ne pense pas que quelque chose soit automatique, qui se fasse automatiquement. Il faudra que la diaspora impose cette situation-là. Mais alors, le statut de diaspora, quelque part, n'est-il pas un statut en ballottage permanent? Parce que vous l'avez vécu. D'où êtes-vous et qui êtes-vous, finalement, ici et là-bas, à vouloir... Moi, je suis un digne fils de la République démocratique du Congo. Oui. J'y ai ma famille et j'y ai mes habitudes. Cependant, virgule... Cependant, j'ai travaillé, ces dernières années, j'ai travaillé longtemps pour une entreprise de la République démocratique du Congo. J'ai travaillé longtemps ici en Europe. J'ai pu compléter mon bagage personnel en Europe et je suis tout à fait disposé à mettre mes quelques ou rares compétences au service du plus grand nombre. Mais vous qui êtes sur place désormais, quels sont les secteurs qui, a priori, qui à votre avis, sont porteurs, puisque vous êtes sur le terrain désormais? Aujourd'hui, très clairement, je parlais de leviers à identifier et sur lesquels il faut réellement repenser de bout en bout le mode opératoire. La réalité de la RDC, c'est qu'elle peut être le grenier de l'Afrique. Premier point, ce qui sous-entend qu'il faudrait nécessairement, à ce stade, diaspora ou pas diaspora, qu'il y ait des intelligences qui puissent s'asseoir, repenser, tester de nouvelles politiques publiques qui puissent aujourd'hui nous amener à l'autosuffisance alimentaire et à un excédent de production que nous pourrions envisager de mettre sur les marchés de nos pays voisins. Aujourd'hui, je veux dire que ne voyons pas les choses qu'en termes de Congolais. Voyons les choses en termes de région. Le Congo, c'est la RDC, bien sûr, mais avec 9 pays frontaliers, voisins. Comme on voit sur notre carte. Affirmatif. Et ces pays-là, dont certains sont en trouble à l'Est, ne peuvent envisager leur quiétude, leur développement, qu'au travers de la quiétude et du développement de la RDC. Donc, aujourd'hui,
il est grand temps, à mon humble avis, il est grand temps que les Congolais, tant de la diaspora que dans les frontières du Congo, se mettent très sérieusement, plutôt que de se disperser sur des sujets qui aujourd'hui n'ont pas leur pertinence, à penser au Congo de demain, mais à court terme. Alors, un point tout de même, n'y a-t-il pas aussi une guéguerre entre les gens de la diaspora, et on va parler de l'Afrique au sens large, les gens de la diaspora, et les pays d'origine? N'y a-t-il pas quand même quelque part un snobisme ambiant qui voudrait, ou alors un complexe de supériorité ou d'infériorité selon là où on est, qui fait que cela vient plomber quelques projets d'ensemble que ce soit, ce qui empêche de regarder ensemble vers la même direction? Oui, je parlais par exemple de cette attitude à penser que la diaspora est un fief de l'opposition, la diaspora est fait pour s'opposer à tout. Et il est un fait aussi que entre nous de la diaspora, déjà, il est très difficile d'avoir une certaine cohésion du fait que les gens sont venus d'horizons divers. Vous voyez, d'ailleurs, lorsqu'on regarde au niveau des associations, vous avez des associations, surtout des gens qui viennent du même coin, du même recoin, du même quartier, etc. Ça marche comme ça par des groupes. Nous sommes quand même un pays où nous avons à peu près 400 ethnies. Vous voyez un peu, c'est pas facile de cohabiter. Mais on arrive quand même à trouver quand même une colonne vertébrale, un tronçon commun pour travailler pour ce pays-là. Donc, est-ce qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a animosité ou différence entre nous. Il peut y avoir divergence de points de vue, effectivement. Alors, on entend dire que le Congo a encore à l'œuvre, au moins dans sa structure traditionnelle, le matriarcat. Hein, donc, non pas le patriarcat que l'on dénonce ça et là. Est-ce que c'est toujours à l'œuvre aujourd'hui, véritablement, dans la société? J'entends bien ce que vous dites, 400 ethnies à peu près. Alors, ça n'est pas partout qu'il y a ce matriarcat-là. Mais cependant, est-ce que cela justifie d'une part ce que vous avez vous-même décrit en disant les femmes, bon an, mal an, portent la société sur leurs frêles épaules? Est-ce que c'est déjà le matriarcat à l'œuvre de manière insidieuse, de manière informelle? Et est-ce que c'est un appui possible pour asseoir de manière formelle cette fois-ci tout ce qui a déjà été énoncé? Non, aujourd'hui, le matriarcat, de toute façon, s'applique dans certaines régions de la République démocratique du Congo. Le matriarcat s'applique dans certaines régions. Et aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus, les gens sont en train de s'ajuster à la loi civile et de s'éloigner par la force des choses. Copier-coller et inadapté. Copier-coller, souvent inadapté, mais bon, ce sont les réalités qu'on peut observer maintenant. Bien sûr, si vous restez dans les régions où le matriarcat reste fort, ou dans les familles de ces régions, peut-être dans la capitale et tout, où la culture, en fait, ce besoin d'identification, d'appartenance à un groupe qui respecte des codes et des normes, c'est encore vivace. C'est encore vivace. Mais l'air de rien, on observe ça. Il y a les jeunes couples qui se mettent ensemble et tout. Il y a une évolution et aujourd'hui, on tient compte, on tient compte du Code civil. Alors, le matriarcat, sur le matriarcat, est-ce que c'est un appui possible pour servir de levier et reconstruire la société? Absolument, absolument. De toute façon, chez nous, les Bantous, hein, c'est connu, hein, nous sommes matriarcats chez nous. Hein. Regardez, je parlais de la chaîne de production. Qui nourrit la femme dans nos sociétés traditionnelles? Qui nourrit la famille? C'est la femme. Qui soigne l'enfant, qui est au besoin lorsqu'un homme tombe malade ou un enfant? C'est encore la femme. Qui s'occupe de l'éducation? C'est encore la femme. Mais qui prend soin justement de notre logement, de notre concon? C'est encore la femme. Je crois que la femme est en avance par rapport à beaucoup de choses. La femme doit être mise en avant. Quand bien même que cette société soit matriarcale ou pas, c'est la femme quand même qui joue le premier rôle. Je crois qu'on peut se servir justement de ce levier, comme je vous parlais tout à l'heure du projet Sahel, pour essayer justement de doper à l'image un peu de ce que la diaspora malienne et sénégalaise ont fait. Donc ils se sont servis de l'expérience des femmes qui ont mené une expérience probante et concluante sur les terrains pour en faire une affaire nationale. Je crois qu'on peut s'inspirer de ces cas très précis pour, pourquoi pas, servir de levier de développement d'un État. Et alors, encore un point, est-ce que le fait qu'il y ait ce matriarcat traditionnel, est-ce que quelque part il y a un lien, d'après vous, y a-t-il un lien ou pas du tout avec ce que les femmes subissent à l'est du Congo? Y a-t-il une volonté de briser une empreinte sociale? Alors d'abord,
il y a un sous-questionnement que je mets en avant. Est-ce que les ethnies qui sont confrontées à cette réalité de violence et qui perdure, est-ce que ces ethnies forment des sociétés matriarcales? C'est un point d'interrogation. Je ne saurais pas vous répondre. Voilà, parce que de celles que je connais, c'est principalement les régions du Bas-Congo et du Bas-Noundou dans l'ouest de la République démocratique du Congo, qui ont ces valeurs-là, qui participent de ces valeurs matriarcales. Ce qui n'est pas nécessairement vrai pour l'Est du Congo. Pour l'Est du Congo, ou le Nord, ou le Sud. Alors, est-ce que, en 2 minutes, on va peut-être finir sur ce point-là, est-ce que ce matriarcat est resté cantonné à l'Ouest du Congo et peut-on espérer qu'il aille au-delà parce qu'on aura considéré que, voilà, ou alors il y a beaucoup trop de machos en dehors de l'Ouest du Congo pour se dire on va faire comme là-bas parce que ça fonctionne? Il faut quand même préciser une chose concernant l'Est. Le viol dont on parle n'est pas un viol de plaisir, c'est une arme qui est utilisée. Absolument, et il est important de le rappeler. Oui, il est important Et pourquoi les femmes, justement? Parce qu'à l'Est, on connaît l'importance de la femme. Vous savez, dans certaines ethnies de l'Est, lorsque vous prenez la femme de quelqu'un, vous prenez toute sa vie. Partout dans le monde, en fait. Partout dans le monde. Mais on parle là de ce qui se passe à l'Est. Pourquoi on choisit la femme, de détruire la femme? Parce qu'on détruit toute la vie. Ils n'ont pas besoin de violer ou de tuer les hommes. Il suffit de tuer la femme physiquement pour tuer toute une humanité, pour tuer toute une région. Pour vous dire l'importance de la femme, quand bien même que la société soit matriarcale ou pas. À l'Est, la femme est très importante, comme partout d'ailleurs au monde. Donc si on a ciblé la femme, on a choisi la femme parce qu'ils savent qu'en touchant la femme, c'est toute une société qu'on touche. En détruisant la femme, c'est toute une société qu'on détruit. Donc il est important de signaler ce fait. Alors, on va finir sur un point quand même. Hein. Vous avez un message à faire passer, un peu moins de 30 secondes chacun, si je suis en accord avec ma régie. Un appel à lancer aux femmes de la diaspora, puisque s'il faut que la solution vienne de la diaspora, peut-être faut-il mobiliser la diaspora en entier, y compris les femmes, quand bien même elles n'apparaissent pas de manière formelle dans les chiffres, les statistiques et tout ce que l'on veut. Elles sont quand même là. C'est peut-être à elles qu'il faut lancer le message. Moi, je dirais très clairement que c'est le moment pour les femmes de la diaspora, mais en fait pour tous les Congolais et toutes les Congolaises, de penser à demain. Penser à demain, c'est travailler maintenant à ce qui va nous mettre en orbite définitivement. Votre mot de la fin? Oui, je voulais demander à toutes les femmes qui sont encore assises qu'elles se mettent debout. Voilà. Le message est passé. Merci à Patricia Ekedebi pour la mise en relation. Merci à vous qui avez accepté de participer à cette émission et très bonne continuation. À demain. Dieu, Allah, voici ton fils. Toi-même tu as dit dans le Coran, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Attends-moi, il y a un problème. Pardon, pour une fois, il faut me donner 100 000. 100 000 dans un mois. Inch'Allah, au nom de Jésus, je vais te rembourser. Parole de deux côtés, je te rembourse. Mon mari! Dieu a touché ton cœur. Tu t'es mis à genoux en train de le prier. Oui. On va le prier ensemble. On va le prier ensemble. Attends. J'ai dit. Bon, Attends. toi, tu es musulman, mais tu es chrétien.